à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, un guide pratique pour les parents et enseignants d'enfants au potentiel intellectuel ou HPI. Sur le papier, on pourrait croire que c'est un avantage, mais dans les faits, le fait d'être intellectuellement précoce pose souvent beaucoup de problèmes à l'enfant, à la famille et à l'enseignant. L'enfant HPI dispose d'un fonctionnement bien à lui et mérite donc un accompagnement bien spécifique. Petit HPI deviendra grand a été conçu justement pour aider parents et profs à détecter ces premiers signes et à accompagner les enfants dans leur développement. On en parle avec Régine Ollier, enseignante de lettres et techniques de communication écrite et orale, HPI elle-même, mère d'enfants HPI et co-auteure donc de cet ouvrage Petit HPI deviendra grand aux éditions Vibert. Bonjour Régine Ollier, merci beaucoup de nous accompagner. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous d'être là aujourd'hui avec nous. Régine Ollier, ma première question est assez simple. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition d'une personne HPI finalement et nous expliquer ce mode de pensée si particulier? Alors, HPI à la base, c'est vrai que pour repérer un HPI, on se base sur le QI qui doit être normalement 230 minimum, sachant que quand on a 125, 128, on est à peu près... on peut être considéré comme HPI en fonction de ce qu'il y a à côté. Mais ça ne suffit pas. Donc il faut faire tout un bilan qui est effectué par le psychologue spécialisé, hein, pas le psychiatre, pas le pédopsychiatre, uniquement le psychologue. Et on voit un petit peu les troubles ou les fonctionnements associés. Alors le premier fonctionnement le plus connu, c'est la pensée en arborescence, qui est donc le fait de partir... d'une idée, et puis de partir, à partir de là, dériver sur une seconde, une troisième, une quatrième, et aller très vite, très loin, alors que la personne qui est en face de vous reste au premier stade ou au second stade, et ça pose des petits soucis. Une espèce de mind map qui se mind map, crée... exactement, une mind map qui se fait dans le cerveau extrêmement rapidement. Alors, pour les personnes... qui ne sont pas HPI, parce qu'il y en a quand même, ça peut poser des soucis de communication, d'incompréhension assez rapidement. Régine Ollier, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous le savez, si vous avez ces chiffres, la proportion d'enfants intellectuellement précoces donc, dans la population aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on sait ça? Oui. Aujourd'hui, on dit qu'on a 2,28, c'est assez précis, 2,28% de la population qui est HPI. Alors, proportion d'enfants, mais ça, c'est à voir. Donc, on est à peu près 1,5 million de HPI, de tous âges, en France. Parce que ma maman était vraisemblablement HPI et ma grand-mère était vraisemblablement HPI. Quand on reprend un petit peu toute l'histoire familiale, on s'aperçoit... Mes frères, sœurs, il y a quelque chose quand même. Il y a certainement quelque chose du gène ou je ne sais pas. Comment ces chiffres ont évolué là? Vous nous donnez cela? Est-ce qu'ils étaient les mêmes il y a 15 ans, il y a 20 ans? Est-ce que c'est juste finalement qu'on arrive mieux à les diagnostiquer? C'est surtout qu'il y avait très peu de chiffres. Il y a 15-20 ans, on a commencé vraiment à s'occuper des HPI avec le rapport de Laubier en 2002. En 2002, il y a pile 20 ans. Voilà. Avant... de mon temps, par exemple, moi qui ne suis plus toute jeune, on disait les enfants qui avaient sauté une classe, donc tous les enfants qui fonctionnaient bien, on leur faisait sauter une classe, puis on disait, voilà, c'est la solution. Donc on s'apercevait rapidement que on avait, moi, à mon époque, il y avait 6-7 élèves par classe qui avaient un an d'avance, la fameuse année d'avance, qu'on conservait, en principe, jusqu'au bout. Oui, la réponse donnée, c'était celle-là. On fait sauter une classe. On fait sauter une classe et point. Il n'y avait rien, enfin aucun autre aménagement. Et puis, entre autres, sous l'impulsion justement de Monsieur Terrassier, qui est décédé en début d'année, malheureusement, qui était un très grand psychologue à Nice, on a commencé. Bon, il a monté une première association avec les parents en 71. Et puis, après, il y a eu une modification dans l'appellation parce que les HPI, on les appelait surdoués, intellectuellement précoces, à haut potentiel, enfin, ils ont eu tous les noms, les zèbres, que Jeanne Chauffachin. C'est faux de dire ça? De parler de surdoué ou d'intelligent précoce? Non. Alors, surdoué, il y a un peu l'histoire du don qui viendrait de la bonne fée qui s'est penchée sur le berceau. Et bon, à titre personnel, je pense qu'il y a autre chose. Donc c'est vrai que ça dérange certaines personnes. Et je ne sais
pas du tout quelle est la meilleure appellation, en toute franchise. Mais on voit très nettement, et même au niveau administratif, nous, les appellations ont changé au cours des dernières années. Régine Ollier, dites-nous ce qui vous a décidé, vous, à écrire ce livre. Je le disais, vous êtes vous-même HPI, mère d'enfants HPI. Qu'est-ce qui vous a décidé, qu'est-ce qui vous a dit, là, il faut que je me lance et que j'écrive quelque chose, et sous forme de guide pratique. Vous allez nous dire aussi pourquoi vous l'avez écrit de cette manière-là particulièrement. Alors ça, je vais vous le dire, c'est pas difficile. J'ai eu quand même quelques difficultés sur le plan personnel pour comprendre ce qui arrivait, parce que mon temps, on n'expliquait pas vraiment aux enfants. On disait, tiens, tu ne feras pas de CP. Tu iras directement en CE1. On ne posait pas la question. Oui, ça te va? Oui, non. Non, on était directement en CE1. En plus, j'ai eu la chance d'atterrir directement chez les bonnes sœurs parce que c'était les seuls qui, à l'époque, acceptaient de prendre une petite fille de 4 ans qui savait lire, écrire, compter et qui était monstrueuse. C'était un petit peu... on finissait par être les monstres au sens latin du terme. C'était un petit peu désagréable au bout du compte. On imagine. Donc c'est le fait que vous, finalement, n'ayez pas été accompagné, vous, alors cas, moi, c'est votre expérience personnelle qui vous a fait dire, il faut quand même qu'en 2022, là, on accompagne un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Ma co-autrice, Émilie Derain, a vécu, est plus jeune que moi, mais a vécu le même cursus. Les enfants des deux côtés ont posé des problèmes. Et là, moi, j'ai commencé à chercher dans la littérature, un petit peu partout. Et je me suis trouvé qu'il y avait je n'ai trouvé uniquement que des récits de vie, au bout du compte. Alors, c'est en gros, moi, ancienne HPI, c'est à peu près ça. Mais pas d'études scientifiques, c'est ça que vous voulez dire? Alors, si, des études scientifiques très poussées, mais à la limite qui ne servaient pas à grand-chose. Et vraiment, le pratico-pratique n'existait pas. Donc, avec Émilie, nous écrivons des livres depuis sur d'autres thématiques, beaucoup sur Parcoursup, enfin d'autres thématiques qui n'ont rien à voir avec ça. Et c'était en germe, mais depuis, dans nos discussions depuis très très longtemps, on disait toujours il faudra qu'un jour ou l'autre on s'y mette parce que c'est pas possible. Et puis là, ces enfants, elles grandissant, les difficultés s'accumulant. On a dit, on s'y jette, et voilà. Régine Ollier, ce livre-là, vous l'adressez autant aux parents qu'aux enseignants. Pourtant, ce n'est pas le même enjeu. Les besoins ne sont pas les mêmes. De plus en plus, c'est le même enjeu. Parce que de plus en plus, on parle de coéducation. C'est vrai qu'il faut d'une partie les parents, et de l'autre côté, les enseignants. Il faut vraiment que les deux arrivent à se rejoindre pour aider l'enfant à vivre sereinement sa scolarité et à s'épanouir Moi, je commence très très jeune, quelques mois, voire quelques jours, jusqu'à 18 ans, voire post-bac, voire dans la vie, parce que le HPI, on n'arrête jamais d'être HPI. Donc, on commence très très jeune, et on n'arrête jamais. Et certaines personnes découvrent qu'elles sont HPI à 30 ans, 40 ans, et comprennent uniquement à 30 ans, 40 ans tout le long parcours qu'elles ont dû suivre. Et ça, c'est souvent difficile. Sur la formation des enseignants, est-ce qu'ils sont assez formés aujourd'hui, Régine Ollier, à ce... Non. Non, je crois qu'on peut dire qu'il manque de formation. Donc, la formation à l'INSPE... comporte un module, mais qui englobe tous les enfants, ce qu'on appelle le BEP à besoins éducatifs particuliers, donc HPI, qui sont un petit peu de côté, parce que malgré tout, on pense toujours qu'ils vont s'en sortir. Alors, on verra que ce n'est pas le cas forcément, mais également les 10, alors dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, et la suite des 10, et les TDAH, sachant quand même qu'un HPI a souvent un trouble associé, dyslexie par exemple, ou même TDAH, et là c'est difficile à gérer, et pour la famille et pour l'enseignant. Et donc on en est où sur la formation des enseignants? Alors la formation des enseignants, donc normalement il y a un module prévu et qui est noté, parce que les enseignants à l'issue de leur formation sont notés aussi dans une sorte de référentiel. Donc il y a deux compétences sur la connaissance des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais pas spécifiquement les HPI. Et je pense qu'il y a vraiment un gros besoin, parce qu'on en reste encore à se dire que les HPI sont des élèves qui devraient être les premiers de la classe, et s'ils ne sont pas le premier de la classe, c'est plus mettre de la mauvaise volonté, point. Alors, on va dire que ça commence un petit peu à s'arranger, parce que certains parents, justement enseignants, parents eux-mêmes d'HPI,
commencent à comprendre ce qui se passe et trouvent qu'il y a un souci eux-mêmes. Mais c'est quand même encore difficile de faire comprendre à un enseignant qu'un élève qui a un QI de 130, 140 ne réussit pas bien parce que il n'a pas envie de faire 150 fois de suite la même chose, ou parce qu'on lui fait faire de l'anglais, mais il préférait faire du chinois. Donc, il n'étudie pas du tout ses leçons d'anglais. Et lui, il attend qu'on lui apporte les leçons de chinois. Quel conseil vous leur donnez alors justement à ces enseignants, voilà, dans ce livre, dans ce guide pratique, sur des aménagements particuliers, par exemple, au sein de la scolarité? Voilà. Donnez-nous 2-3 exemples. Si alors, il y a possible. des aménagements particuliers. Bon, il y a déjà tout ce qui est institutionnel, ce sont les PAP. Donc, les plans personnalisés, les PPRE. Alors, un PAP suit un élève du moment où il est diagnostiqué HPI ou autre chose, jusqu'à la fin de la scolarité. Ça peut être parfois lourd, pas forcément. Un PPRE peut s'occuper d'un élève d'une période à une autre, on va dire de la rentrée, enfin c'est rarement de la rentrée à la Toussaint, parce que c'est le moment où il y a le plus de soucis. Il faut d'abord diagnostiquer, on va dire de la Toussaint à Noël, de Noël à février, et à l'issue de chaque période, on fait un bilan, voir si les choses sont améliorées ou pas. Donc moi, je les conseille, surtout, je leur conseille d'écouter les parents, d'écouter les enfants, et de ne pas être gêné si un enfant prend la parole de façon intempestive en cours et dit ce qui m'est arrivé par exemple, mais qu'est-ce que vous nous racontez sur la pierre de Rosette? Mais c'est pas ça du tout, vous vous trompez complètement. Il y a un petit bonhomme au coin de 3 pommes qui vous dit mais non, et vous avez toujours appris que la pierre de Rosette c'était ce que vous devez savoir comme moi, mais c'est pas ça du tout. Régine Ollier, le temps passe très vite. Voilà. J'aimerais juste qu'on termine sur cette question-là, c'est-à-dire qu'un mauvais accompagnement pour ces enfants-là, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Alors vous, on vous voit là, on se dit que vous vous en êtes très bien sortis. Voilà, si on peut terminer là-dessus en se disant, bon, pourquoi c'est important finalement de bien les accompagner? Qu'est-ce qui peut se passer s'ils ne sont pas bien accompagnés, ces enfants, au cours de leur scolarité? Alors là, on peut parler d'échec scolaire. Alors on peut parler d'échec scolaire. Il y a en gros, on peut dire qu'il y a 3 tiers dans les HPI. Un tiers qui réussit très bien. À la limite, ils n'ont quasiment pas besoin de nous. Un tiers qui a un petit peu des difficultés, bon gré mal gré. Et un tiers qui est en échec scolaire. C'est vraiment à peu près dans ces proportions-là. Un tiers, c'est énorme. Si on repart sur nos 2,8 millions, donc 1,5 million, ça fait quand même beaucoup. Alors, on arrive surtout là, en plus, avec le problème du Covid. Donc les élèves vont travailler à la maison et ça leur va très bien au HPI d'être chez eux tranquillement devant un ordinateur, gérer leur temps comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent et faire des tas d'autres choses que justement apprendre bêtement des conjugaisons, n'importe quoi. Donc on arrive justement à la déscolarisation, à la phobie scolaire et à d'autres problèmes qui peuvent être beaucoup plus graves. Il faut à tout prix les prendre en compte. Il faut à tout prix que l'éducation nationale fasse davantage d'efforts pour former les enseignants. Les jeunes enseignants. Et vous les aidez en tout cas, ces enseignants, avec cet ouvrage aujourd'hui, Régine Ollier. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau aujourd'hui de Smart Éducation. Je rappelle, vous avez écrit donc Petit HPI deviendra grand aux éditions Vibert. Voilà, je remonte le livre, mais on le voit aussi à l'écran. Merci beaucoup Régine Ollier d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.